on voit donc une généralisation dans toutes les recherches du diagnostic précoce. Les politiques reprennent ça, s'enorgueillissent de l'avoir favorisé, se félicitent du diagnostic précoce, alors que pour moi, personnellement, voilà, moi, à mon stade, pour moi, c'est une catastrophe, quoi. C'est tout le problème du dépistage, et pas seulement pour Alzheimer, hein, pour tout un tas de maladies. Mais là, c'est une anecdote à propos de... C'est un directeur quelqu'un un kiné qui avait créé son école de formation de kiné à Lille. Et il y a une quinzaine d'années, il faisait des examens, il voyait des médecins régulièrement, il faisait des bilans de santé. Et on lui annonce, monsieur, vous aurez une maladie d'Alzheimer. Vous devriez arrêter toutes vos activités, vous aurez une maladie d'Alzheimer, vous avez tous les éléments qui sont là, qui montrent que... alors bon, comme c'est quelqu'un qui avait les moyens, il vend son école, il faisait beaucoup de voiles, il traverse régulièrement la Manche avec son bateau à voile, et quelques années après, les mêmes lui disent, écoutez, on s'est trompé, vous n'aurez pas de maladie d'Alzheimer. Alors justement, c'est une bonne introduction à ce que je vais aborder, parce que alors là, pareil, moi, j'étais sidéré d'apprendre ça, et que surtout, ça n'a eu aucun impact au niveau médiatique. Ça a été repris par personne, et encore, j'en parle dans mes articles, et ça suscite aucun scandale. C'est que encore c'est Bruno Dubois qui m'avait appris ça, et je pense qu'il y a participé. Parce que cette nouvelle définition, ces nouveaux critères de définition de la maladie d'Alzheimer, donc ont permis une révolution, et surtout ont permis aux laboratoires de revenir sur le devant de la scène, avec notamment les anticholinestérase mis sur le côté. Ils les relancent maintenant en disant mais peut-être ça marchait pas pour les personnes au stade sévère, mais maintenant on va voir sur les pré-Alzheimer, peut-être que ça peut fonctionner. Donc il y a des essais aujourd'hui avec des nouvelles molécules en bithérapie avec c'est le donepezil, je crois, qui est un peu au cœur de plusieurs recherches. Et surtout, ça a permis à des laboratoires de dire « Ah, mais alors, les personnes sur lesquelles on a travaillé, on a eu des résultats négatifs, nos essais n'ont pas abouti, mais peut-être que ce n'était pas Alzheimer, ces personnes-là. » Et il y a un laboratoire, alors je ne sais pas lequel, je ne l'ai pas cité, parce que je pense que c'est le docteur Dubois, durant mon interview, mais j'en ai trouvé des traces ailleurs. Donc un laboratoire a contesté le fait que ces essais aient abouti à un résultat négatif, et a demandé à ce que tous les patients cobayes qui avaient servi à ces effets subissent de nouveau des tests Alzheimer, mais plus en fonction des anciens critères, mais en fonction des nouveaux critères. C'est-à-dire, on leur fait des ponctions lombaires, des images enfin voilà. Et alors là, je ne sais pas combien étaient ces personnes, mais c'était assez nombreuses, 36% d'entre elles n'étaient pas Alzheimer. Ça veut dire que 36%, il y a eu... Alors, donc, on se retrouve, si on se base, mais puisque ces nouveaux critères sont généralisés, les ponctions lombaires maintenant sont généralisées, les IRM, la neuroimagerie est généralisée, c'est ça qui sert à diagnostiquer. Donc, il y a 36% de personnes qui ont, dans ce cadre de cet essai, qui n'étaient pas Alzheimer. C'était une erreur de diagnostic. Si on généralise ça aux 900 000 personnes, ça fait quand même un sacré nombre de personnes, de dizaines de milliers de personnes qui ont été diagnostiquées Alzheimer et qui ne sont pas Alzheimer. Ah bon, d'accord. Ces nouveaux critères, ce ne sont pas les critères développés en pratique courante. Il y a peut-être quelques centres qui le font, mais pour l'instant, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'est les tests psychométriques et le scanner. Et au scanner, on ne va pas chercher les plaques amyloïdes, on va chercher les hippocampes. La taille des hippocampes. Une atrophie de l'hippocampe peut confirmer le diagnostic. Mais comme dans beaucoup de maladies, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'est un diagnostic clinique. D'accord. Alors, il arrive d'autres choses comme les biomarqueurs. Et là, ce qui serait à fouiller, c'est est-ce que Bruno Dubois fait toujours partie de certaines sociétés, des joint ventures développées avec le privé, qui mettent des brevets sur les marqueurs et qui donc touchent des royalties sur les tests quand ils sont faits. Oui. Mais pour l'instant, c'est avant tout un test, des critères cliniques qui permet d'établir un par exemple, avec des risques et des incertitudes, bien sûr. L'association, Aloïs, elle se vantait d'avoir banalisé auprès des médecins généralistes dans la région parisienne les ponctions lombaires, la neuroimagerie. Moi, je ne confirme pas. Mais moi, j'ai peut-être pas l'attitude habituelle. Quand je suspecte une maladie d'Alzheimer chez quelqu'un, la première chose à faire, c'est surtout ne pas l'envoyer chez le neurologue ou le gériatre.
Voilà. Mais ça n'apporte rien. Mais un généraliste ne peut pas prescrire les médicaments. Si, on peut. Maintenant, on peut. Au départ, c'était sur... il fallait que la première prescription, comme c'était des médicaments coûteux, soit prescrite par le gériatre ou le neurologue. Et il devait y avoir une délivrance annuelle par le spécialiste. C'est ça, parce que les médecins du Formindep, qui sont des généralistes, eux dénoncent le pouvoir des spécialistes, des neurologues ou des gériatres, qui étaient les seuls à une époque, donc, au départ, à pouvoir diagnostiquer la maladie d'Alzheimer et à prescrire les médicaments. Mais tout médecin peut... Et après, eux, ils pouvaient chaque année... renouveler l'ordonnance, mais ils étaient quand même dépendants. C'est souvent le problème qu'on a dans certains cas où, quand vous êtes confronté à plusieurs médecins peuvent ne pas avoir les mêmes conclusions ou peuvent ne pas vous proposer les mêmes choses. Qui le patient ou la famille du patient va préférer croire? Est-ce qu'elle va préférer suivre l'avis du spécialiste, qui de toute manière, dans la quasi-totalité des cas, Saint-Jean est une des exceptions, hein, dans la quasi-totalité des cas, ils vont prescrire des médicaments anti-Alzheimer qui servent à rien, ou est-ce qu'il va écouter le généraliste qui dit ça sert à rien, ne le prenez pas? C'est toujours problématique. Donc vous prescrivez, vous, des scanners? Non. Non. Enfin, ça dépend. Ça dépend du cas. Le plus souvent, on est confronté à des signes de vieillissement. Est-ce qu'il est utile véritablement d'étiqueter Alzheimer ou pas? Le plus souvent, c'est pas nécessaire. Et maintenant, on commence à avoir besoin d'un diagnostic précis. Et dans ce cas-là, il faut adresser à certains correspondants qui ne sont pas prescripteurs pour la prise en charge de la dépendance. Beaucoup de patients, beaucoup de gens ont élaboré, ont pris un système de contrat d'assurance en cas de dépendance. Et pour la dépendance, l'assurance va demander des critères précis pour confirmer la maladie. Et passer par un spécialiste. Mais certains si on veut une prise en charge à 100%. Oui. Pour être dans le cadre... Oui, ça permet une prise en charge à 100%, mais de toute manière, si on ne donne pas de médicaments, ça n'apporte rien. Mais pour les médicaments, l'évaluation des médicaments était assez particulière. C'est la différence entre les critères statistiques ou les critères cliniques. C'est-à-dire que les médicaments anti-Alzheimer se sont basés sur certaines échelles et ont montré que sur ces échelles, quand on interroge les patients, quand on fait des tests, il y a une petite amélioration qui est statistiquement significative. En gros, sur l'échelle de référence, il y a une amélioration de 2 points sur 50 ou 100, je ne sais plus. Il avait été décidé auparavant, mais longtemps avant, qu'il pouvait y avoir sur le plan médical et clinique une significativité si on améliorait d'au moins 4 points. Donc ça veut dire que même les études qui ont servi à obtenir l'AMM pour ces médicaments, ces études montraient une amélioration significative statistiquement, mais pas cliniquement. Et pourtant, on leur a accordé le remboursement. D'accord. Mais de toute façon, le remboursement est accordé même à 100%, même si le service rendu est au plus bas, puisque je me souviens plus dans le cadre. Oui, voilà. Et est-ce que vous prescririez un IRM à une personne qui a des troubles de... Pourquoi? Non. Parce que moi j'ai fait le test. Moi, je suis allé voir un neurologue. Parce que j'avais envie de voir comment ça se passait, juste parce que j'avais des problèmes j'avais des problèmes de mémoire et que ma mère avait été diagnostiquée Alzheimer. Donc je suis allé voir un neurologue. Bon, j'ai passé les tests mémotechniques, j'ai tout réussi, tout allait très bien, et ce médecin m'a quand même prescrit un IRM. Alors, peut-être qu'il a pris en compte certains troubles que vous aviez et qu'il a fait passer l'IRM pour être sûr qu'il n'y ait pas autre chose. Parce qu'on peut avoir d'autres pathologies. Je n'avais aucun trouble. J'ai tout... mais dans ce cas-là, il aurait fallu faire un MMS qui dure 2 minutes et puis dire vous n'avez rien, au revoir monsieur. Ah, mais il a fait un MMS. Oui, mais il n'y avait que ça à faire. Mais il a fait, et puis quand même, il m'a pas laissé partir sans rien. Il m'a quand même. J'y suis pas allé faire les. C'était pour avoir l'impression de faire quelque chose. Mais ça, c'est généralisé. Après, je sais que ce monsieur envoie systématiquement. Ce monsieur envoie systématiquement. C'est pour ça que bon, après, on est parfois obligé de choisir des correspondants qui sont ceux qui ne prescrivent pas systématiquement. Il y a des gériatres ou des neurologues qui, à partir du moment où on va avoir la moindre plainte de mémoire, où l'entourage va signaler, ça va être toute la batterie. Sans aucun intérêt, sans aucune utilité. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces 36% de personnes qui subissent d'autres tests, donc les biomarqueurs, et qui sont déclarés n'ayant pas la maladie d'Alzheimer?
si... Et ça a servi au laboratoire à refaire ces essais avec une autre cohorte de patients. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose de grave. Ça veut dire, il y a eu le cas, je ne sais plus dans quelle ville, d'une personne qui pendant 10 ans a été diagnostiquée faussement Alzheimer. Bon, il a eu un avocat, bon, ça a fait beaucoup de bruit et ça a été un scandale. Je crois qu'il a obtenu des dommages et intérêts. Enfin, mais là, c'est quand même des dizaines de milliers de personnes qui n'auraient. Enfin, si on reste dans cette logique, moi, c'est la complexité de la médecine. La médecine, c'est pas une science. Non. Et à partir du moment, pour l'instant, pour la maladie d'Alzheimer, je pense que les seuls critères, c'est des critères cliniques. Donc, effectivement, interroger, poser des questions à des gens, eh bien, d'un jour à l'autre, ça peut varier, ça peut fluctuer. Les diagnostics cliniques sont jamais fiables à 100%. Et les biomarqueurs, je pense pas que ce soit très utile. J'ai été confronté une fois justement avec une patiente qui était très âgée, qui était en maison de retraite, et à l'occasion d'une hospitalisation où il avait été évoqué ses problèmes de mémoire, bien évidemment, elle est tombée devant une gériatre hospitalière qui l'a mise bien évidemment sous anti-Alzheimer. Cette dame rentre après son hospitalisation à la maison de retraite. Et comme il y avait une consultation de contrôle un mois après, cette dame était envoyée seule, un petit peu démente bien sûr, pour cette consultation de contrôle, et la gériatre note que son état était catastrophique, elle a su répondre à aucune question, et que donc il fallait absolument donner le médicament qu'on n'avait pas donné. Un mois après, elle fait une deuxième consultation de contrôle, elle avait pris le médicament dans mon dos, et elle était accompagnée par quelqu'un de sa famille. Les résultats au test étaient très bons. Conclusion, le médicament était très efficace. Alors que c'est simplement qu'elle était accompagnée dans un milieu beaucoup plus rassurant. Ouais. Donc c'est très difficile quand on n'a que des critères véritablement cliniques pour faire le diagnostic, on n'est jamais sûr à 100%. Et les biomarqueurs, c'est un des éléments qu'on utilise en cas de doute, quand on n'est pas certain du diagnostic, mais c'est à prendre avec beaucoup de recul. Alors les biomarqueurs, en fait, c'est la trace biologique qu'on trouve de la maladie d'Alzheimer. Et des perturbations dans le liquide céphalorachidien qui peuvent éventuellement être en relation avec Alzheimer. Parce que par exemple, quand vous faites demander une analyse de l'hippocampe, s'il s'avère qu'il y a un problème par rapport à l'hippocampe, on va pas faire justement après, on va pas envoyer la personne pour faire une ponction lombaire ou. A priori non. La ponction lombaire pour diagnostiquer l'Alzheimer, c'est vraiment dans des cas exceptionnels. Et l'hippocampe, mais c'est un petit peu comme dans les enquêtes policières. On n'a parfois pas de preuves, on a des présomptions. Et assez fréquemment, on accumule les présomptions pour penser que... Et puis on a un deuxième argument, c'est l'évolution. Voir comment les troubles évoluent. Et l'évolution nous permettrait souvent de donner un diagnostic plus précis. Mais ça, c'est dans le cas des personnes âgées, peut-être. Moi, par exemple, ce que j'ai découvert par rapport à ces diagnostics précoces, eux sont basés sur les biomarqueurs, sur les recherches des biomarqueurs. C'est de la recherche. C'est de la recherche, c'est pas de la médecine. Apparemment, c'est le. Alors attendez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, c'est sorti du cadre de la recherche, par exemple. C'est malheureux. Puisque Saint-Jean lui-même le dénonce. Il dit, professeur. J'ai eu plein de témoignages qui vont dans ce sens-là. Même aujourd'hui, la recherche génétique, il y a un gène qui passe maintenant dans la batterie des tests qu'on fait subir aux personnes. C'est un gène qui est sorti des 21 identifiés et qui est maintenant, sa recherche est banalisée et est sortie du cadre de la recherche, c'est sûr. Il y a une sorte de hold-up des neurologues, des gériatres sur les troubles cognitifs. Auparavant, on demandait, avant l'histoire de ces médicaments, on demandait leur avis simplement pour établir le diagnostic, pour être sûr qu'il n'y ait pas autre chose. Il y a d'autres maladies qui peuvent simuler Alzheimer, par exemple des lupus ou la syphilis. Il y avait la paralysie générale, donc des maladies curables qui pouvaient simuler la maladie d'Alzheimer. Donc on avait parfois besoin de l'avis d'un spécialiste pour confirmer cette maladie. Et avec des critères cliniques, on arrivait à peu près à s'en sortir. À partir du moment où les médicaments sont sortis, des médicaments coûteux dont la prescription initiale devait être faite par le spécialiste, les neurologues et les gériatres ont commencé à suivre ces malades qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne suivaient pas auparavant. Et maintenant, ils découvrent un petit peu le fil à couper de beurre. Et comme toute chose, la maladie d'Alzheimer est une maladie qui évolue de manière assez fluctuante. Il y a parfois des hauts, il y a parfois des bas. Alors, si on est pro-médicaments, on va dire les hauts, c'est grâce aux médicaments. Et sinon, on va dire à chaque fois que ça baisse, vous voyez bien que ça ne sert à rien. Mais c'est... D'accord. Oui, là, j'ai retrouvé le témoignage du docteur Saint-Jean qui dit « Le dosage des biomarqueurs à la sauvage n'apporte rien aux patients. Ils ne
donc pas être utilisés au quotidien. Dans mon service, c'est 0 ponction lombaire. Les biomarqueurs n'auraient jamais dû sortir du cadre de la recherche. Et ça, parmi tous mes interviews, c'est banalisé, quoi. Ben, c'est à tort. À tort. Et souvent, alors peut-être pas pour les personnes âgées, effectivement, mais toujours... pour les pré-Alzheimer, ce qu'on appelle pré-Alzheimer. Ça peut se justifier si on n'est pas sûr du diagnostic et qu'on veut éventuellement diagnostiquer une autre maladie potentiellement curable. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres interventions. Oui, là, après, bon, c'est un peu le compte-rendu des recherches qui, aujourd'hui, sont basées sur... on continue des anticorps monoclonaux, voilà, qui sont très, très controversés, mais on continue. Il y a tout un tas de laboratoires qui travaillent là-dessus, qui sont apparemment aussi dangereux, puisque le docteur Montastruc... alors là, je voudrais parler aussi, de ce qui se passe en Colombie, parce qu'en Colombie, dans un village, on a identifié, alors pourquoi, pour les besoins du laboratoire Roche, pour les besoins des laboratoires qui doivent mener à bien leur enquête. Là, on ne s'est pas basé sur des cobayes diagnostiqués pré-Alzheimer. On est allé en Colombie, dans une région et dans un village où on a identifié une concentration de personnes qui seraient atteintes de la maladie Alzheimer héréditaire. Donc, Roche les étudie depuis 10 ans à peu près et fait des tests avec eux, avec un médicament qui est aussi un anticorps monoclonal, quoi. Et médicament très controversé puisque le docteur Montastruc, donc qui est responsable à Toulouse du service de vigilance, pharmacovigilance, dit l'efficacité des anticorps monoclonaux ne peut être que minime. Ils font courir des risques très graves aux patients avec d'importants effets indésirables. Donc voilà. Et aujourd'hui, une grande partie de la recherche est basée sur ces anticorps. Donc on arrive encore, qu'est-ce qui peut, à un moment donné, pousser la recherche à aller dans une autre direction? C'est ce qu'on va essayer de voir. Il y a tout un tas de directions qui ne sont pas... mais tout ce qui est humain, tout ce qui est mis en avant par les époux van der Linden. Mais avant de parler de ça, je voudrais aussi parler de ce qui se passe au niveau des gènes, puisque donc le professeur Philippe Amouyel, qui a été le président de la fondation Alzheimer, mis en place par le plan Alzheimer de Nicolas Sarkozy, est un généticien qui travaille à Lille avec tout un tas d'équipes pour identifier les gènes Alzheimer, des gènes qui seraient alors... Lui, après, il rectifie le tir en disant que ce ne sont que des gènes de susceptibilité. Mais pour beaucoup, ce sont des gènes, puisqu'on est à la recherche du diagnostic absolu, ce seraient des gènes qui, à partir du moment où vous avez ces gènes, vous avez toutes les chances d'avoir la maladie. Donc, il a identifié avec ses équipes 21 gènes qui seraient donc susceptibles de déclencher la maladie d'Alzheimer, dont un, alors c'est le gène ApoE4, qui serait aujourd'hui banalisé et dont la détection rentrerait en compte dans les diagnostics précoces. Alors, lui, il bénéficie d'énormes moyens. Il y a des consortiums au niveau national et européen c'est-à-dire qui allient aussi bien des unités de recherche publiques que des laboratoires pharmaceutiques, notamment par exemple la Fondation Alzheimer dont j'ai parlé, qui a été une fondation, on n'a pas eu le temps de parler du plan Alzheimer de Nicolas Sarkozy, mais ça a été beaucoup d'effets pour pas grand-chose apparemment. Et il a créé et surtout la politique de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, c'est toujours la même. Ça a été de mettre tous les moyens au service de la recherche. Alors tout ce qui est prise en charge, ça n'a pas beaucoup changé, mais au niveau de la recherche, pour inscrire la recherche au niveau des biotechnologies, au niveau de l'imagerie, au niveau de la recherche des outils de diagnostic précoce, pour que cette recherche soit compétitive et soit dans l'excellence. Ça, ce sont des termes que l'on retrouve en permanence dans tous ces consortiums, dans tous ces discours qui accompagnent la création de ces consortiums. La Fondation Alzheimer, ce sont 11 laboratoires pharmaceutiques qui sont à la tête de cette Fondation Alzheimer, qui a été censée, à un moment donné, quand même,
concentrer tous les pouvoirs au niveau de la recherche et de la politique Alzheimer. Effectivement, il y a aussi des instituts publics, mais le président de la Fondation Alzheimer est un ancien banquier. Donc, le but, c'est faire une recherche, créer une recherche compétitive. Et la recherche sur les gènes entre totalement dans cette perspective, avec cette perspective aussi de la médecine personnalisée, qui est basée justement, donc, entre autres, sur la recherche des gènes et le séquençage génomique. Donc aujourd'hui, effectivement, une grande première dans la maladie d'Alzheimer, c'est l'introduction du séquençage génomique. Alors le séquençage génomique, donc c'est la recherche des gènes, hein, dans l'ADN des individus, est aujourd'hui en France permis uniquement dans le cadre de la recherche et dans le cadre d'enquêtes juridiques. Mais on assiste, donc il y a d'énormes intérêts aussi qui sont derrière le séquençage génomique et la recherche génomique. Et notamment, a été créée aux États-Unis une société, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a été créée par Google, dont le but... alors là, on passe de la maladie d'Alzheimer. J'en ai pas parlé dans l'article du Monde diplomatique, puisque c'était axé dans une autre direction. Mais moi, bon, j'ai découvert tout ça. J'aimerais avoir les moyens de pouvoir continuer mon enquête. C'est que je suis parti, moi, humblement, d'une personne âgée qui déambulait dans une EHPAD de Villeneuve-sur-Lot, que j'ai essayé de suivre et de comprendre un peu ce qui se passait. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure de mes enquêtes, d'un non-spécialiste, je découvre beaucoup de choses, je peux me tromper aussi. Mais là, tout d'un coup, je me suis retrouvé à un moment donné aux portes du transhumanisme. J'avais entendu parler autour de moi, par exemple, de Google, qui travaillait sur l'intelligence artificielle, sur soit mettre Google dans la tête des gens, soit mettre une conscience dans un ordinateur, le but étant d'allier l'intelligence biologique à l'intelligence artificielle. Mais moi, je disais, mais non, ça c'est complètement délirant, c'est encore les complotistes, enfin... Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé confronté à ça. Par exemple, cette société, Calico, elle s'appelle Calico, qui a été créée donc par Sergey, j'ai oublié son nom, le fondateur de Google, et dont le président est quelqu'un qui vient d'un laboratoire, qui vient de Roche, du laboratoire pharmaceutique Roche, qui a créé une société qui s'appelle, je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais c'est cette société qui travaille en Colombie avec les personnes, avec les villageois. Donc c'est quelqu'un qui vient du monde de la recherche et des laboratoires pharmaceutiques, et qui est à la tête de la société Calico, dont le slogan est « Tuer la mort ». Donc, ils travaillent. Ce sont des laboratoires en Californie qui sont plus ou moins secrets, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Google est quand même l'une des principales fortunes de la planète, mais des moyens considérables dans ses recherches qui vont un peu dans tous les sens, mais notamment sur l'intelligence artificielle, sur comment le vieillissement est devenu une maladie. Il faut guérir le vieillissement. Alors pour le moment, ils essaient de retarder les effets des vieillissements, mais dans leur tête, c'est un jour arriver à l'immortalité. Et tout ça, bon, je me disais, mais c'est du délire, mais non. Ce monsieur qui dirige la société Calico est aussi au conseil d'administration de la société Apple. Et Apple, donc moi j'étais en train de faire ces recherches, enfin mon enquête, et je découvre ça. J'avais beaucoup de suspicions, j'en ai encore, hein. Mais je découvre la mise sur le marché des montres connectées, des montres Apple connectées, destinées à aider les gens à connaître, enfin pour les diabétiques ou les sportifs, pour suivre un peu l'évolution de ce qui se passe dans leur sang, dans leur cœur. Et puis voilà, et là je découvre qu'en fait il y a des recherches, le séquençage génomique qui à une époque coûtait très très cher, prenait beaucoup de temps, et c'est miniaturisé, c'est devenu très performant, et on peut le faire en très peu de temps. Et la nouvelle montre connectée qui sortira de chez Apple, enfin peut-être pas tout de suite, permettra de réaliser un séquençage génomique en permanence. Ce qui va de pair avec la médecine personnalisée, puisqu'on suivra donc l'évolution de vos gènes, éventuellement la mutation de vos gènes, et on vous proposera des thérapies pour essayer de prévenir le déclenchement de cette maladie. Et ça, c'est la médecine personnalisée, sur laquelle a planché le Sénat,
pendant plusieurs jours, sur lequel planchent tout un tas d'hommes politiques. C'est devenu un enjeu économique, puisque là, c'est la compétition. Il faut mettre en place des start-up qui travaillent là-dessus, des start-up de biotechnologie, qui sont très largement financés. Souvent, ces startups sont créées par des chercheurs qui viennent du public, qui ont identifié une molécule ou une technique de diagnostic précoce dans le cas de la maladie d'Alzheimer, ou une molécule candidat pour un médicament. Ces médecins ne peuvent pas ces chercheurs ne peuvent pas continuer dans le public leur recherche, donc ils créent une start-up. Donc, Philippe Amouyel dirige le conseil scientifique de deux de ces startups dans la région lilloise. Et ces startups donc, font des recherches déposent un brevet, il me semble, sur ces molécules, en l'occurrence, font des essais thérapeutiques subventionnés. Et si cette molécule atteint le stade 2 des essais, je pense, ils peuvent les vendre à un laboratoire, qui peuvent même racheter la start-up et aller plus loin dans la recherche et la commercialisation éventuelle de ces candidats médicaments. Donc, on assiste à ça aujourd'hui, avec cette surenchère au niveau donc de la génétique, des biotechnologies, et on ne sait pas dans quelle direction ça va. Donc au niveau officiel, il y a cette médecine personnalisée. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi je l'ai découvert, mais apparemment c'est la médecine du futur. Et qui peut déboucher sur des choses comme le transhumanisme, qui est quelque chose qui paraît, moi je n'en avais pas entendu parler, qui est en train de s'étendre un petit peu, puisqu'il y a les labos comme Roche y participent. En France, alors en France, ce que je vais retrouver, je ne l'ai pas là, c'est dans Nexus. En France, pour la première fois, c'est la société, comment c'est donc une société transhumaniste a tenu un colloque qui a été subventionné par des grandes sociétés françaises. Et même, je crois que ça, je peux vous donner le nom. Je ne l'ai pas en tête. Donc, ça commence à prendre de l'ampleur. On est dans le fantasme. Moi, je pense qu'il faut être attentif et voir qu'est-ce qui se passe. Mais on est parti de la maladie d'Alzheimer, puisque la société Calico aussi prétend trouver la cause de la maladie d'Alzheimer, travaille aussi en même temps sur la maladie d'Alzheimer, puisqu'on voit que son président est impliqué avec Roche dans des essais en Colombie. Donc là, on arrive, les travaux d'Alzheimer ont servi à une époque à médicaliser la vieillesse, pour le meilleur ou pour le pire. Et aujourd'hui, certains peuvent s'y référer de façon tendancieuse pour justifier les recherches et transformer le vieillissement en une maladie. Donc voilà où on en est, avec des politiques publiques qui sont à la recherche de l'excellence et de la compétitivité et qui financent des startups tous azimuts de biotechnologie pour être compétitifs au niveau européen ou mondial.